bienvenue dans ce book talk hors série. Et dans ce book talk, nous avons une invitée exceptionnelle, puisque Abigail, la sœur, est de passage à Casablanca et nous fait le grand plaisir d'être dans le book talk à Préface. Donc, un book talk spécial, invité spécial, book talk un petit peu spécial, puisque vous allez le voir, nous allons voyager un petit peu dans Casablanca sur les traces de Driss et Sarah, les deux personnages principaux du roman Aussi riche que le roi de Guy Sor. Mais avant de partir sur les traces de ces personnages, parlons un petit peu de vous. Abigail, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Moi je vais bien, je suis super contente d'être à Casa. Ok, bah super. Donc vous, Abigail, vous êtes marocaine. Vous avez commencé par faire vos études d'abord à Casablanca jusqu'au lycée. Après votre baccalauréat, vous êtes partie à Paris pour faire une prépa littéraire. Et puis, vous avez poursuivi à Londres par des études de sociaux et philo, vous avez travaillé un petit peu dans la culture, et ensuite vous êtes lancé voilà, dans l'écriture, et Aussi riche que le roi est votre premier roman publié. Et ça a été un succès pour la critique, puisqu'il a été finaliste du prix Goncourt, et aussi très apprécié par les lecteurs, on est bien placé pour le savoir. Donc la première question que je voulais vous poser, Abigail, c'était, voilà, après avoir imaginé Casablanca dans ce roman, comment se passe le retour? Est-ce que vous vous sentez bien ici? Alors, je me sens super bien et surtout, en fait, je ne suis pas revenue depuis la fin de l'écriture de Siège que le roi que j'ai terminé fin 2019. D'accord. Et c'est aussi la dernière fois que j'ai mis le pied au Maroc et puis après on a eu une année de Covid. Et donc c'est la première fois que je suis à Casa avec le livre écrit, complètement terminé. Et c'est agréable parce qu'en me promenant dans la ville, j'ai des clins d'œil qui me viennent à mon propre livre. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est fou, j'ai décrit ça. Je me promenais sur la Corniche, je suis passée à côté du McDo de la Corniche et je me dis, c'est fou, c'est le McDo du tout début du roman, Driss Garciamoto. Et donc c'est super agréable en fait d'être dans la ville. Et d'avoir le livre déjà écrit parce que je peux faire des résonances et parallèles. D'accord. Et il y a un endroit en particulier dans cette ville, un lieu un peu mystérieux, auquel un chapitre de livre est consacré, et je crois que vous n'étiez jamais allé avant. Est-ce que vous êtes allé sur l'île Sidi Abderrahmane? Non, toujours pas. Est-ce que vous voulez y aller ou peut-être Vous allez me demander. Eh bien, allons-y. Allons-y sur cette île Sidi Abderrahmane. On embarque. On embarque. C'était un îlot tout blanc qui flottait sur l'Atlantique à quelques mètres du rivage. Mais déjà depuis le bout de la corniche, on pouvait voir les rochers sur lesquels les vagues éclataient, et au-dessus d'eux, les grands murs enduits à la chaux d'un tas de petites maisons juchées les unes sur les autres. Monique, en sortant du taxi, avait inspiré longuement à la vue, depuis le trottoir, des escaliers au loin qui serpentaient entre les petites portes de couleur et qui menaient tout en haut à la tombe du saint Sidi Abderrahmane. Puis, elle avait souri. Je vais devenir riche. Et elle avait marché glorieuse jusqu'à la plage. Elle avait continué à jacasser en passant entre les tables du marché de fortune qui vendaient des bougies, de l'encens, des pendentifs main de Fatma et des versions miniatures du Coran grandes comme des boîtes d'allumettes. Driss achetait tout ce qu'elle pointait du doigt. Je vais devenir riche, elle répétait, je te le dis. Elles font tout ça, les femmes de riches. Après elles mentent, elles disent oh, c'est haram, c'est péché, je ferai jamais ça. Mais je te le signe qu'elles le font toutes, et c'est comme ça qu'elles sont arrivées là où elles sont. Sarah se taisait. Elle avait hâte que ce cirque s'achève. L'île Sidi Abderrahmane, c'est l'endroit des conteuses de bonne aventure. Et vous avez un vrai talent de conteuse, pas forcément de bonne aventure, mais de contes. Et c'est quelque chose voilà, sur lequel vous revenez souvent, vous adorez raconter des histoires. Et il y a des passages très réels en fait, de la ville de Casablanca, même si c'est des endroits où vous n'êtes jamais allé. Donc moi je me demandais, est-ce que c'est pas trop difficile de décrire des lieux qu'on n'a jamais vus de ses propres yeux? C'est à la fois difficile et en même temps c'est plus facile parce que il y a quand même tout le monde merveilleux de la fiction. On peut en fait jouer avec les lieux, complètement se les approprier même quand on les connaît pas du tout, et peut-être encore plus quand on les connaît pas du tout parce que quand on les connaît, on peut avoir l'esprit un peu étriqué, on peut avoir envie d'être vraiment très très fidèle au réel, et parfois ça rend l'écriture peut-être un peu moins fluide et même l'esprit moins fluide. Donc il y a bien sûr une difficulté, mais en même temps ça permet une grande liberté et aussi une sorte de voyage mental dans les lieux.
ce qui est vraiment très agréable. Donc moi, je me suis documentée en regardant des photos, en parlant à des gens qui avaient été, et puis c'était intéressant aussi de créer un mélange de tout ça, et puis de ma propre imagination pour l'écrire. La créativité, et se laisser guider en fait. Ouais. Et Sans raconter trop de bêtises. Non, mais c'est de la fiction, c'est pas des bêtises, hein. C'est jamais des bêtises. Et est-ce que vous avez des contes qui ont été fondateurs ou qui vous ont donné envie justement à votre tour d'écrire des contes, je ne sais pas si c'est des contes en tant que tels. Moi, j'ai été vraiment, comme plein de petites filles, bercée à la comtesse de Ségur. Je lisais les aventures de Sophie, de Camille et Madeleine, je lisais les petits prix modèles. Je pense que c'est vraiment les premiers vraiment romans que j'ai lus et qui m'ont passionnée. Et puis, c'est un peu plus tard, après, comme j'ai fait des études de lettres, j'étais peut-être moins dans un rapport au conte, à la fiction, que dans un rapport en fait très analytique, puisque j'étais en études. Et c'est un peu plus tard, quand je suis sortie de mes études et que j'ai commencé à lire vraiment de la littérature contemporaine, que j'ai découvert un auteur italien qui s'appelle Alessandro D'Arico, qui a un vrai talent de conteur et qui est à la fois dans un vrai plaisir d'écriture, en même temps une très très grande exigence. Et là, je me suis dit qu'en fait, c'était possible en fait, d'écrire des histoires, qu'on n'était pas obligé d'appartenir au 19e siècle, parce que j'étais encore très marquée de mes études, où j'ai beaucoup plongé dans la littérature classique, etc. Et lire Alessandro D'Arico, je pense que ça a été effectivement un tournant qui m'a permis aussi de m'autoriser à écrire. Pour revenir pour aller vraiment dans les personnages, dans Aussi riche que le roi, il y a un thème assez central, c'est la domination et de l'argent, qui est la domination suprême, puisque hiérarchise les uns encore plus que la nationalité ou le genre, ou la religion. Et les deux personnages, donc Driss et Sarah, ont en commun de rejeter ou d'essayer de se libérer chacun un peu par leurs moyens, j'ai l'impression de ces chaînes-là. Surtout Sarah, je me demandais qu'est-ce qui lui donne cette fureur, cette rage de vouloir ne pas rester à sa place. Je pense qu'il y a chez Sarah déjà la fougue de l'adolescence. C'était important pour moi d'en faire un personnage encore jeune qui a forcément encore eu les désillusions de l'âge adulte. Après, ce qui rend Sarah, c'est pas une super réponse, j'imagine, pour vous, mais c'est un peu Sarah aussi qui s'est imposée à moi, que j'ai rencontrée, qui a eu cette personnalité-là, mais c'est un peu étrange de dire ça, mais je l'ai vraiment rencontrée par l'écriture et il m'est apparu évident qu'elle était cette personne-là. Et il m'est apparu évident aussi que Driss était cette personne-là. Donc ça, je pense que c'est aussi la magie de la créativité où les choses paraissent évidentes, on a l'impression qu'on ne les a pas inventées, mais qu'elles ont vraiment existé. Et donc je ne saurais pas dire pourquoi Sarah a cette fougue. Je peux évidemment avoir des indices par rapport à son passé, au passé que je lui ai donné, à ce déclassement qu'elle a vécu, à l'arnaque dont a été victime sa mère, qui fait qu'elles ont énormément d'espoir et puis ensuite une très très grande désillusion, ce qui peut-être a créé cette rage en elle. Mais en réalité, si je devais être complètement sincère sur pourquoi Sarah est Sarah, je dirais, je sais pas, elle s'est imposée à moi. Elle est comme ça et on la prend comme elle est. Ouais. Ok. Et il y a un endroit dans Casablanca en particulier qui symbolise un petit peu cette domination. Elle est la supérieure dans son monde, donc Enfa Sup. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une petite balade à Enfa Sup? Oui, allons-y. Allons-y. Alors, pour entrer dans Phase supérieure, ça prenait un temps fou. Il fallait descendre les rues pleines de palmiers et de villas, désertes sous la lumière de 7 heures, car les mères de famille dormaient et les jaguars étaient garés à l'intérieur. Elles se ressemblaient toutes, les rues, et la plupart de celles d'Enfa n'avaient pas de plaque. Pour se donner rendez-vous, on se disait « Après l'hôtel suisse, tu prends tout droit, troisième à droite, deuxième maison après la porte noire. » Sarah s'y perdait à chaque fois. Elle repassait encore devant le gardien de rue qui ronflait, tête en arrière, assis sur un tabouret dans sa cabine verte. Il avait gardé sur ses genoux son stylo bic et son grand carnet à spirale griffonné de partout. À Casa, les gardiens étaient officiellement embauchés pour protéger le quartier des voleurs, mais en réalité, ils notaient les allées et venues de tout le monde dans leur secteur pour faire des rapports à la police. Il y a un personnage qui habite dans la plus belle villa d'Enfa, qui est Driss. Et ce Driss, c'est pas un garçon comme les autres, c'est Sarah qui le dit. Et pourquoi Driss n'est pas un garçon comme les autres? Qu'est-ce qui le différencie tellement
Selon moi, la plus grande différence entre Driss et ce que Sarah considère comme les garçons, ce que doivent être les garçons, c'est que Driss, il plie vraiment sous le poids de la masculinité un peu toxique qui lui est imposée. Et il n'arrive pas du tout à vivre sereinement cette masculinité. Alors que c'est vrai que, en tout cas, les garçons marocains que fréquente Sarah ont tout à fait compris les codes, ils s'en accommodent très bien, ils sont très contents de jouer aux garçons un peu dominants, qui a beaucoup d'argent, qui essaie de rencontrer beaucoup de filles, etc. Il y a une phrase très belle d'Albert Cohen dans Belle du Seigneur où il compare les hommes à des gorilles. Et pour moi, la masculinité un peu toxique, c'est quand les hommes se confondent avec des gorilles et jouent aux gorilles au lieu de tout simplement se concentrer sur qui ils sont à l'intérieur. Et je pense que ce qui change vraiment, ce qui rend Driss si différent, c'est cette incapacité à accepter ce dictat et cette volonté peut-être un peu sourde à être libre, à être exactement qui il est, alors qu'en réalité, il est complètement en décalage par rapport à ce que le monde lui propose. Donc vivre est un peu compliqué pour lui. Et du coup, il y a une conséquence à ce décalage, c'est les silences, parce qu'il ne parle pas beaucoup, Sarah dit qu'il parle beaucoup moins que tous les garçons qu'elle a rencontrés. Et donc, quand ces deux personnages, Driss et Sarah, se rencontrent, il y a vraiment des silences entre eux qui sont assez. Qui reviennent et qui sont très jolis parce que on a l'impression qu'ils sont dans une bulle et que même s'ils ne parlent pas, ils se sentent que voilà, il y a quelque chose qui peut se passer. Je trouvais ça très joli. C'est gentil. J'aime bien l'idée du silence parce que j'ai l'impression que quand on a l'impression que c'est normal d'être avec la personne, c'est parfois que c'est la bonne personne, on n'a pas forcément besoin de combler le silence. Et c'est ce que j'ai voulu montrer aussi entre Driss et Sarah. Bien montré. Et pour finir, en dernière question de ce book talk, je voulais vous demander comment vous voyez l'avenir, quels sont vos projets voilà, qui sont peut-être en train de mûrir. Alors, je travaille sur un second roman qui traite également du Maroc. C'est un peu une obsession. Non, mais peut-être que le troisième, je passerai à autre chose, mais bon, pour l'instant. Nous sommes ouais, là j'ai encore des choses à explorer avec le Maroc. Et je suis en écriture. Je pense que ça va prendre encore quelques mois. J'espère pas quelques années, mais c'est possible, on ne sait jamais trop quand on écrit un roman combien de temps ça va nous prendre. Mais voilà, c'est un livre qui parle des différentes sphères culturelles, religieuses au Maroc, du rapport à la colonisation. Voilà. D'accord. Avec une histoire. On a hâte de lire ça donne très envie. En tout cas, merci beaucoup à Abigail d'être venue dans ce book talk, ça nous a fait plaisir. Et on espère que vous avez aimé cette discussion. Si vous l'avez aimé pour nous soutenir, mettez un petit like, partagez la vidéo et abonnez-vous à nos comptes. Et en attendant, on va retourner sur la plage. Oui. Voilà, la plage 56 telle qu'on s'imagine. Un garçon lui avait dit qu'ailleurs, très loin, il y avait des sables doux comme du velours et blancs comme des nuages, et il avait parlé des coquillages et de l'odeur du sel et d'une musique du bruit des vagues. Elle ne l'avait pas cru. Les petits des carrières centrales, il te racontait toujours des histoires pourtant sorcelées, salopards. Ici, sous elle, le sable était jaune et gris, il sentait les cigarettes qu'on y avait écrasées, et il pouvait lui couper la peau si elle s'y frottait. C'était dégoûtant, mais c'était comme ça, le sable de Casablanca. Au moins, c'était un sable vrai.